Bienvenue à ce balado de la série On prend soin de nous, produite par l'Université de Montréal. Mon nom est Pierre Hounot-Rivard et aujourd'hui, je reçois Christine Genet dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide. Christine est professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse au sein du Centre d'études sur le trauma du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal et du CRISE. Le CRISE est le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et les enjeux éthiques de fin de vie. Christine Genet. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais ça qu'on commence par établir c'est quoi ton parcours académique et professionnel. OK. Bien, ça dépend combien de temps que tu as. On a tout le temps du monde, c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'ai commencé, dans le fond, j'ai eu une pratique d'infirmière clinicienne. J'ai travaillé comme infirmière en pédopsychiatrie avec les adolescents à Sainte-Justine pendant une dizaine d'années. Puis c'est un peu là que mon intérêt est arrivé pour tout ce qui est santé mentale, prévention du suicide, parce que je voyais beaucoup de jeunes arriver avec leurs parents. Puis il y avait des réactions qui étaient différentes quand il y avait eu des tentatives de suicide. Il y a des familles qui se recentraient beaucoup autour de l'adolescent, puis OK, on va essayer de travailler, puis on va essayer d'aider à ce que ça aille mieux. Puis il y a dans d'autres familles que ça l'éclatait. Puis là, c'était des conflits ouverts. Puis là, nous, comme intervenants, bien, on essayait de jongler avec ça. Puis comme infirmière, je me disais, bien, si je comprends mieux ce qui se passe dans les familles, bien, peut-être que ça va être plus facile après ça de les aider. Puis c'est un peu cet intérêt-là qui m'a amenée vers la maîtrise, vers le doctorat. Donc, j'ai fait un doctorat en sciences infirmières, centré un peu sur les familles endeuillées par suicide. Donc, comment les familles survivent à cet événement-là, comment ils se transforment aussi, puis comment nous, comme intervenants, on pourrait les accompagner là-dedans. Okay. Puis de fil en aiguille, bien, mes projets de recherche se sont tournés autour de la prévention du suicide et plus particulièrement maintenant autour de la prévention du suicide, mais chez le personnel de la sécurité publique, qui sont les intervenants de première ligne. Parce que quand j'avais rencontré les familles endeuillées par suicide, souvent, ils étaient encore capables de me parler très concrètement, puis avec beaucoup, beaucoup de précision de ça a été quoi les propos du policier. C'était comment l'ambulancier a interagi avec eux. Ce moment-là était un moment charnière pour eux. Puis je me disais, bien, c'est bien beau de vouloir aller dire aux policiers, aux ambulanciers, tout ça, vous devriez faire ça de telle façon, mais probablement qu'eux, ils font ça de cette façon-là parce qu'eux-mêmes ont des malaises, parce qu'eux-mêmes ont des tabous peut-être avec le suicide. Et je me suis dit, je vais m'intéresser à eux. Puis bien, moi, mon conjoint est pompier, fait qu'aussi, de cette façon-là, ça m'a amené à voir que, OK, eux autres aussi, ils vivent des difficultés, puis que des fois, ils n'ont pas c'est pas facile d'en parler. Donc, c'est là que ça m'a amené à dire, bien, on va aller regarder aussi la prévention du suicide chez ce groupe de travailleurs-là, qui sont souvent très masculins et tout ça, puis qui n'en parleront pas. Fait que là, mes projets de recherche sont plus à ce niveau-là, mais je m'intéresse de façon générale là, à, bien, c'est quoi le suicide, comment on le prévient. Puis là, bien, maintenant, je forme les infirmières à, bien, comment on évalue le risque suicidaire pour mieux intervenir après ça. Puis j'aimerais aussi qu'on fasse un état de la situation. Là. Le taux de suicide, est-ce qu'il est en hausse, il est en baisse? On est où là, par rapport à tout ça? Il y a eu à la fin des années 90, c'est là qu'il y avait le pic de suicide au Québec. Ça a été vraiment la période où il y avait le plus haut taux de suicide au Québec. Différents facteurs, je n'ai pas nécessairement étudié toute l'historique de ça, mais entre autres, là, à ce moment-là, il y avait une certaine insécurité sociale. Si on se rappelle, là, puis là, ça trahit mon âge, mais moi, je me souviens, la fin des années 90, il y avait au niveau de l'emploi, c'était pas nécessairement facile. Être infirmière, là, si on se remet là, dans la peau à la fin des années 90, être infirmière, pour avoir un emploi à temps plein, il fallait tailler à peu près 2-3 jobs. Parce que sinon, tu n'avais pas un poste à temps plein. Ah ouais? Oui, puis moi, au secondaire, ils ne voulaient pas me donner de l'information pour aller faire une technique infirmière parce qu'il n'y avait pas de job là-dedans. Ouais, okay? Il y avait au niveau de l'emploi, c'était pas nécessairement facile. Je me dis, c'était pas facile pour les infirmières, ça devait être la même chose pour d'autres. Le bug de l'an 2000, il y avait une anxiété sociale. Qu'est-ce qui allait se passer? Nos comptes de banque allaient tous tomber à zéro. Puis, fait que tout ça était des éléments marquants aussi qui pouvaient avoir un impact au niveau des taux de suicide. Puis, une fois qu'ils ont réalisé ces taux qui étaient élevés-là, bien, ils ont mis en place un plan national de prévention du suicide. Au Québec, on est une des premières provinces, c'est pas la première province, qui a eu son plan national de prévention du suicide. Okay. La ligne 1866 appel qui est arrivée à ce moment-là. Là, maintenant, il y a suicide.ca. Les efforts de prévention sont arrivés aussi à ce moment-là, ce qui a fait que les taux de suicide ont eu tendance à diminuer.
Dans les dernières années, puis là, les chiffres sortent toujours là, la première semaine de février. Fait que bientôt, on va avoir les nouveaux chiffres de 2026. OK. Donc, c'est à l'année? À l'année, mais quand, par exemple, là, ils vont nous sortir les chiffres, le rapport qui va avoir lieu en février 2026 va nous donner les suicides de 2024. OK. Parce qu'on ne peut pas avoir les suicides là, actuels. Il y a toujours les enquêtes du coroner et tout ça. Fait qu'il y a toujours un petit délai dans les rapports. Mais annuellement, confirme c'est ça. OK. Mais annuellement, il y a un rapport qui sort au niveau de l'INSPQ. Fait que ça, c'est l'Institut national de santé publique. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir, quand on s'intéresse à ce sujet-là, d'avoir les données les plus à jour. Puis là, dans les dernières années, il y a eu, ça continue à diminuer. La particularité, par contre, c'est qu'on se rend compte, quand on regarde les chiffres là, de façon un peu plus globale, ce qu'on se rend compte, c'est que ça diminue pour la plupart des groupes d'âge, mais les 50 à 64 ans, les hommes de 50 à 64 ans, c'est comme si la descente est moins importante que pour les autres. Donc, alors que, voilà peut-être 10 ans, c'était les hommes de 35 à 50 ans qui avaient les taux de suicide les plus élevés. OK. Maintenant, c'est les hommes de 50 à 64 ans. C'est eux qui sont le plus touchés. Qui sont le plus touchés. Puis une des réflexions, pourquoi? Bien, ils se disent, bien, peut-être si tu penses au mécanisme de prévention du suicide, tu penses au 1866 appel. Bien, c'est par la parole. Moi, si je pense à, par exemple, mon père, qui a pas lui qui va appeler au 1866 appel. Donc, ce serait l'espèce de, pas le cliché générationnel de... masculinité, un petit peu par rapport à ça. On garde ça en dedans. C'est ça. Puis, dans le fond, les restants de ça, parce que je pense que c'est Ça change. Ça change de plus en plus. Là. Puis, une chose qu'ils ont remarqué aussi, les hommes vont souvent les consulter un peu plus à la dernière minute. Ils vont attendre, ils vont essayer de faire des choses par eux-mêmes, puis ils vont aller consulter un peu plus à la dernière minute. C'est ça pour des bobos physiques. Là. C'est ça. Fait que mental, là, c'est encore... Puis le système de santé, comment il fonctionne, bien, tu n'auras pas des services tout de suite. Fait que si je te dis, bien, je vais te mettre sur une liste d'attente, puis tu vas voir quelqu'un quand même assez rapidement dans ma tête d'intervenant, c'est peut-être pas assez rapidement pour le monsieur qui vient, que lui, ça fait des semaines, des mois, qui essaye de régler son problème. Fait que c'est une des hypothèses pourquoi ces hommes-là, de 50 à 64 ans, seraient ceux qui décèdent le plus par suicide. Ah. Puis par rapport... le Québec, par rapport au monde, là, est-ce qu'on a une situation particulière? Est-ce qu'on est mieux, pire? On n'est pas mieux, on n'est pas pire. C'est très difficile de faire des comparaisons à l'international parce que les gens ne le mesurent pas tous de la même façon. Donc, il y a des pays où ils disent qu'il y a 0 suicide. Oui. Bien, c'est peut-être parce qu'ils ne le mesurent pas ou parce qu'ils n'en parlent pas. Ou c'est ça, ou est-ce que ça peut être culturel d'une certaine façon, ou c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas publiquement? On ne le reconnaîtra pas publiquement. Si tu nous remets au Québec, là, dans le temps où la religion catholique était très, très présente et tout ça, bien, les suicides, si tu le disais, tu ne pouvais pas être enterré dans le cimetière avec les gens, tu étais excommunié. Ça n'apparaîtra jamais dans des... Bien, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des pays que ça va être 0 suicide. Quand on regarde au Canada, on se retrouve dans le milieu des provinces. Fait que alors qu'à un moment donné, on était les plus hauts, ce qu'on n'aime pas pour ce sujet-là. Là, maintenant, on est plus dans le milieu, dans les provinces en termes de taux de suicide. Fait que ça, c'est intéressant, mais on était quand même une province où on a agi rapidement en prévention du suicide. Fait que ça, c'est une force là, qu'on a eue assez rapidement. Fait qu'on voit quand même une amélioration sur la terre. Oui. Une chose, par contre, qui est différent, parce que c'est un des éléments où on pourrait être content de dire « Hey, wow, on est rendu bon, il n'y a plus de détresse, on a prévenu le suicide et tout ça ». Ce que maintenant le rapport met de l'avant aussi, c'est les visites aux urgences pour tentative de suicide, pour idéation suicidaire, parce qu'ils voulaient voir est-ce qu'on a vraiment fait diminuer toute la détresse ou c'est juste qu'on est mieux capable d'arrêter le geste. OK. C'est un peu ça qu'on remarque. Fait que oui, il y a moins de décès. Par contre, là, c'est très préoccupant. Là, actuellement, là, dans les dernières années, là, ils sont très préoccupés, ils sont plus préoccupés par les jeunes filles, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, qui vont aller consulter aux urgences, soit être hospitalisées aux urgences pour des tentatives de suicide ou qui vont visiter les urgences pour des idéations suicidaires. Il y a une hausse. Ça, il y a une hausse, en tout cas, ou du moins, là, c'est préoccupant comme taux. Là. Si on regarde, là, j'ai regardé les données de l'année passée, puis si on regarde les visites aux urgences pour les adolescentes de 15 à 19 ans pour idées suicidaires, on était à 1400 par 100 000 personnes. C'est vraiment énorme. Puis si on compare avec les décès par suicide au Québec, on est à 13. OK. Puis les visites aux urgences pour idées suicidaires, on est à 1400. Fait que on voit qu'il y a beaucoup de visites aux urgences. Tant mieux, il n'y a pas de décès. Ben c'est ça. Mais il y a beaucoup.
de visites. Il y a beaucoup de visites, mais il y a quelque chose là-dedans qui est relativement encourageant si le taux, c'est pas le bon terme, le taux de conversion. Là, mais c'est ça, le décès. Le nombre de décès. C'est ça. Fait que tant mieux, on est capable. Puis peut-être que là, les gens parlent plus, qu'ils vont chercher plus d'aide. Fait que ça, c'est très encourageant, mais ça nous démontre qu'on a encore du travail en amont pour prévenir cette détresse-là chez les jeunes, entre autres, là, qu'on voit chez les jeunes filles, de prévenir cette détresse-là pour essayer de faire en sorte que la jeunesse porte mieux. Là. Puis, justement, pour prévenir, est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour le suicide? C'est quoi les facteurs de risque, en fait? Là? Bien, dans le fond, dans les facteurs de risque, bien, le fait d'être un homme, c'est triste, mais le fait d'être un homme, c'est un facteur de risque pour les décès parce qu'il y a plus de décès par suicide chez les hommes que chez les femmes. Parce que le geste est souvent un peu plus létal. Donc, ça, c'est un facteur de risque. Sinon, avoir un problème de santé mentale. Fait que des gens qui ont un problème de santé mentale, c'est pas que tout le monde qui va avoir un problème de santé mentale vont se suicider, mais ceux qui se suicident, dans 80 des cas, il y avait un enjeu de santé mentale sous-jacent. Beaucoup de la dépression, schizophrénie, troubles de personnalité, limite. Fait que ça, c'est des choses à surveiller. Fait que si on a des gens de l'entourage comme ça. L'effet d'avoir une perte, une rupture importante. Puis une perte, ça peut être une perte de relation, mais ça peut être une perte financière, ça peut être une perte d'emploi. Tout ce qui est les insécurités financières aussi peut venir jouer là-dedans. Ce qu'on pourrait voir aussi, des choses auxquelles on ne pensera pas nécessairement, mais l'annonce d'une maladie grave. OK. Fait que quelqu'un qui reçoit une annonce d'un diagnostic tel une annonce de cancer, quelqu'un qui apprend qu'il y a la maladie d'Alzheimer, qu'il y a une maladie dégénérative. Pour certaines personnes, bien, c'est que ça peut être un choc qui peut amener à avoir des idées suicidaires, des comportements suicidaires. Parce que ces gens-là veulent pas vivre ça ou ils veulent pas être un fardeau? C'est ça qu'ils pensent dans leur tête. Là. C'est ça. C'est comme si ça l'ouvre une porte de dire non, mais je veux pas avoir ça. Fait que moi, c'est souvent des informations que je donne, entre autres, aux infirmières, dire, bien, si tu côtoies un patient qui actuellement vient d'apprendre une annonce comme ça, bien, ça vaut peut-être la peine de valider puis de voir comment il prend ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment il vit cette expérience-là. Chez les personnes âgées aussi, des choses auxquelles on ne va pas penser, toutes les pertes puis les deuils associés à, bien, faut que je quitte ma maison. Je perds mon permis de conduire. C'est des gens qui vont vivre des deuils aussi importants dans leur entourage. On perd de conjointes, amis, enfants, par décès. Là. Le rythme normal de la vie, bien, là, ils vont se retrouver à avoir vécu beaucoup de deuil comme ça. Puis ça pourrait être aussi des facteurs fragilisants. Tout l'isolement aussi, quelqu'un qui vit dans un certain isolement social, ça va être un facteur de risque aussi. Puis est-ce que c'est normal d'avoir des pensées suicidaires? Est-ce que c'est... Bien, question un peu étrange, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est fréquent. Oui, c'est fréquent. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, parce que je voudrais pas que les gens qui en ont pas se sentent anormales. Il y a comme un... On leur dit tant mieux. Là. Tant mieux si t'en as pas. Mais c'est plus fréquent qu'on pense. Puis je pense qu'il faut le voir plutôt comme un signal que bien, il y a quelque chose qui me dérange dans ce que je vis actuellement. Si j'en viens qu'à avoir des idées suicidaires, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel je suis inconfortable de ce qui se passe. Des fois, tout ça, je ne suis pas capable de voir ça, mais c'est de là l'importance d'en parler puis d'essayer de voir bien, c'est quoi qui fait que je suis si inconfortable que ça. OK. Puis est-ce que la génétique aussi peut jouer un rôle? On dirait que c'est une idée que, du moins moi, j'avais, que c'est quelque chose d'héréditaire là-dedans. C'est des trucs qu'on entend, mais j'ai aucune idée si c'est fondé. Bien, dans les études récentes, il n'y a pas nécessairement... il n'y a pas un gène ou il n'y a pas... ils n'ont pas, en tout cas, trouvé... C'est sûr que moi, je suis plus dans une vision sociale du suicide, moins biomédicale, mais il y a des études qui se font en résonance magnétique et tout ça pour essayer de voir, en imagerie médicale, voir est-ce qu'on pourrait voir des ondes du cerveau qui seraient un peu différentes quand il y a des idées suicidaires et tout ça. Mais c'est sûr que si on parle de problèmes de santé mentale comme étant un facteur de risque du suicide, bien c'est oui, génétique. Il y a une partie hérédité, il y a une partie génétique à ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine relation, mais en même temps, c'est pas une causalité. Tu sais, c'est ça que je veux que les gens retiennent. C'est pas bien, parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui s'est suicidé qu'automatiquement, ça va faire que on est tous voués à avoir des comportements suicidaires. C'est souvent ça, c'est que des fois, on fait des mauvais liens de causalité entre deux trucs, alors que c'est juste une corrélation. C'est ça. Puis ce qu'il faut faire attention aussi chez les endeuillés par suicide, parce que si tu perds quelqu'un par suicide,
c'est sûr que ça te vulnérabilise pour certaines personnes. C'est comme si ça va devenir un outil dans ta boîte à outils. C'est-à-dire, bien, si lui a arrêté sa souffrance de cette façon-là, bien, si moi j'ai un problème à un moment donné, ça se peut que me vienne cette idée-là aussi, parce que, surtout si dans la personne qui est décédée, par exemple, c'était mon grand frère, puis j'idolâtrais mon grand frère, ça se peut que moi, ça me fragilise éventuellement, parce que je vais me dire, ben, gars, si lui n'a pas été capable, là, moi non plus, je ne serais pas capable. Puis c'est des choses qui vont arriver. Puis c'est un peu dans le même principe. Pourquoi maintenant, avec les médias, ils essayent de faire très attention à la façon dont ils vont parler du suicide pour éviter ces effets de contagion-là. Fait que oui, les endeuillés par suicide sont plus vulnérables, sont plus fragiles. Puis peut-être qu'il faut faire attention, au moins c'est pour ça qu'il faut leur proposer des ressources et tout ça. Mais de là à dire que c'est un lien génétique, ça, je ferais plus attention. OK, fait que c'est plus le lien avec la santé mentale qui lui l'est. Oui. Puis est-ce que... c'est une impression que j'ai que peut-être beaucoup de gens pourraient avoir aussi, mais est-ce que les médias sociaux peuvent contribuer à ça? J'ai l'impression que ça crée tellement de problèmes chez beaucoup de gens à différents niveaux que j'ai l'impression que ça peut-tu mettre un poids? Bien, je te dirais que ça peut être un facteur de risque ou un facteur de protection. Okay. C'est pour ça que de plus en plus, quand on parle des facteurs comme ça, on va parler des facteurs d'influence. Parce que pour une même personne, un facteur pourrait être un facteur de risque versus un facteur de protection. Je te donne l'exemple puis après ça, je reviens à tes médias sociaux. Oh oui, non, mais je te donne l'exemple de, par exemple, la religion. Okay. Quand je donne des formations aux infirmières, j'ai souvent des infirmières qui sont de la communauté haïtienne, par exemple. Puis eux autres, ils me disent, bien, nous, là, dans notre culture, là, on n'en parle pas du suicide, ça n'existe pas. Je veux dire, quelqu'un qui dirait, je vais me suicider, non, ça n'existe pas. Pour la madame ou pour le monsieur qui, lui, a cette croyance-là, c'est un facteur de protection. Parce que ça ne viendra même pas dans sa tête. Oui, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais il évolue dans la population québécoise. Il y a des enfants qui vont au secondaire, puis qui évoluent dans le contexte actuel. Le jeune qui, par exemple, pourrait venir qu'à avoir des idées suicidaires, lui, sa culture ne sera pas nécessairement un facteur de protection. Ça pourrait même devenir un facteur de risque parce qu'il n'ira pas en parler à sa mère. Il n'ira pas en parler à sa communauté parce que, ben voyons, tu peux pas penser ça. Parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable. Ils vont juste rejeter l'idée au lieu d'essayer d'intervenir. Bien, ils ne l'écouteront pas. Ou lui, il n'osera même pas aller leur en parler. Il va rester pris alors qu'une des façons de prévenir le suicide, c'est d'avoir un soutien social autour avec qui tu peux en parler, tu peux échanger, tu peux parler de tes difficultés. Bien là, il n'osera pas aller en parler parce qu'on va dire, bien voyons. Il y a une fermeture déjà, puis il le sait d'avance. Là, c'est pour ça que le même facteur, il faut voir avec la personne comment toi tu te sens par rapport à ça. Parce que oui, exemple, la religion peut être un facteur de protection, mais pour d'autres, pourrait devenir un facteur de risque. C'est pour ça qu'on les qualifie moins maintenant. On dit que c'est un facteur d'influence qui peut être soit positif ou négatif. Puis est-ce qu'il existe des facteurs uniquement de protection? Le facteur d'influence, ça peut aller des deux côtés, mais... Bien, c'est sûr que le soutien social va être un facteur de protection. Le fait d'avoir un réseau, puis c'est pas tant la quantité, là, c'est pas que j'ai 500 amis Facebook, là, c'est j'ai 2-3 personnes de qualité que je sais que je peux appeler à n'importe quel moment quand je vais pas bien. Ça pourrait être un facteur de protection, ça c'est certain. Si je reviens à tes médias sociaux de tout à l'heure, en termes de facteurs de risque, c'est sûr que si je regarde Instagram puis que je me compare puis que, tu sais, les mères, là, ils ont tout du fun avec leurs enfants, ils n'ont jamais de conflit. Les lunchs sont impeccables. Ah oui, tout bien découpé. Puis, tu sais, bien, c'est sûr que si je me compare, ça se peut que ça devienne un facteur de risque parce que je vais me sentir inadéquate, je vais me sentir isolée, je vais sentir que j'ai moins de ressources que les autres, que je ne suis pas une bonne personne. Par contre, ça peut devenir des fois des facteurs de protection si c'est ce qui me permet d'être en contact avec des gens, ce qui permet de briser un certain isolement social. Fait que ça dépend. Tu sais, si ton jeune, puis là, je pense beaucoup avec les adolescents parce que ça a été ma pratique, mais si tu es avec ton jeune qui est juste devant l'ordinateur puis il n'y a aucune autre vie sociale autre que dans son écran puis que même avec toi, il ne te parle pas, tout ça, bien là, peut-être que ça devient un facteur de risque. Mais si c'est utilisé pour de temps en temps avoir du réseautage et tout ça, bien, ça pourrait être un facteur de protection. Parce que ça va c'est dépendre. Son seul cercle social. Bien là, ça pourrait devenir un facteur de risque. Tu sais, ça peut être un facteur de risque si tu n'as pas d'autres personnes humaines, là, tu sais, parce que tu sais pas c'est qui finalement avec qui tu joues. Là. C'est pas ton vrai ami que tu vois à Polyvalente puis que là, tu reparles le soir sur tes réseaux sociaux. C'est pas la même chose que la si force de la connexion est pas la même. C'est ça. Je comprends.
Ah, c'est intéressant. Est-ce que, en termes de prévention, Ouais. là, est-ce qu'il y a des signes précurseurs qu'on peut observer autour de Ouais. nous pour quelqu'un de... Bien, les gens qui nous entourent, dès qu'il y a un changement de comportement, OK. OK? Fait que si, par exemple, nous, on se connaissait là, vraiment là, à tous les jours, on se parlait, puis du jour au lendemain, tu me réponds pas quand je t'appelle, ou t'es plus renfermé, t'es plus triste, t'as pas t'as pas le même regard que d'habitude. Ça vaut moins la peine de questionner ce qui se passe. Tu as des changements dans ton alimentation, dans ton sommeil, dans ta consommation, tu prends des risques. C'est des signes qu'il se passe quelque chose. OK. C'est le même type d'intervention de juste ça va-tu en Ben oui. général, là, que tu Oui. remarquerais chez un ami ou juste un petit changement de comportement que tu aurais tendance à faire comme hey, tout est-tu correct? Puis c'est vrai ce que tu dis, mais que ça soit vraiment senti. Parce que, tu sais, c'est une convention sociale. Là, Ça hein? va bien. Je te croise dans le corridor, là, puis « Hey, salut, ça va? » Mais, tu sais, dans le fond, je suis déjà rendue à l'ascenseur, puis oui, la je me réponse, fous de ta réponse. Là. Ah oui, ça, c'est fascinant, ça. Alors que si je m'accroche, je dis « Hey, ça va-tu aujourd'hui? » Je sens que j'ai perçu que j'ai remarqué que, bien là, la personne a beaucoup plus tendance à dire « OK, ouais, elle a vraiment considéré quelque chose chez moi. » là. Elle l'écoute pour vrai. Là. C'est ça. Fait que Ouais. ça peut faire une différence beaucoup. Moi, je dis tout le temps, puis je sais que c'est peut-être anecdotique, mais je dis tout le temps aux gens, pose pas la question si t'es pas prêt à entendre la réponse. Ça, c'est très important. Parce Tu que sais, si t'as pas moi, le je temps, réponds là, la vérité Ben oui, tout le c'est temps. Puis des fois, je vois que des gens, ça les freeze un peu, puis je fais, tu l'as demandé, C'est ça. assume. C'est Genre, ça. Puis tu sais, si t'as pas le temps parce que t'es pressé, puis il faut Ouais. que tu t'en ailles, ben pose pas, comme tu dis, pose pas la question. Ouais. Parce que sinon, ça se peut que tu sois obligé de te tirer une chaise puis de t'asseoir quelques minutes avec la Ouais. personne parce que tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu cette journée-là. Là. Peut-être qu'elle a besoin d'une porte ouverte. C'est ça. Puis t'es la seule porte qui s'est ouverte, là. C'est ça. Fait que je comprends. Fait que d'oser poser la question quand tu vois ces changements-là. Puis des fois aussi, chez certaines personnes, beaucoup chez les hommes, on va avoir du surinvestissement. OK. Par exemple, quelqu'un là, qui se met là, à s'investir au bout là, dans l'entraînement physique, pas parce qu'il a décidé qu'il veut faire un Ironman, puis que là, il faut qu'il soit prêt, là, mais que du jour au lendemain, là, il se met à faire beaucoup de gym ou il se surinvestit au travail. Des fois, c'est une façon d'échapper à ce qui se passe dans ta tête. De changer les idées. De changer les idées. Ça peut être positif, mais si ça devient comme, il fait juste te parler de ça, là, ça peut valoir la peine juste de demander, hey, c'est le fun ta nouvelle passion pour le sport, parle-moi en plus, y a-tu quelque chose qui se passe ou juste d'aller valider. Mais ça, c'est quelque chose que jamais j'aurais le réflexe de penser, de remarquer Ouais. du moins. Là. Mais tu sais, au pire des pires, là, il va dire, ben non, si je m'entraîne pour le Ironman, OK. ou ben non, j'ai trouvé qu'avec le temps des fêtes, j'ai trop mangé, puis je veux me remettre en forme, puis tout ça, ou je viens d'avoir un enfant, puis je veux être là pour mon enfant, fait que je m'entraîne. Juste aller chercher la motivation en dessous. Dans le Juste sens- d'aller savoir qu'est-ce qui se passe. Mais l'hyper-performance, du moins, là, ça peut être un Ben, signe précurseur. Ben, des fois, c'est un signal que je veux essayer d'engourdir quelque chose qui se passe dans ma tête, puis que je suis pas capable de dealer, fait que je vais m'investir dans d'autres choses beaucoup à ce le moment-là. buzz de s'entraîner, le buzz de travailler C'est ça. beaucoup, de... Puis tant mieux si c'est positif, puis c'est une façon de changer les idées, mais des fois, de juste ouvrir la porte. Mhm. Puis surtout si tu sais, je sais pas moi, qui a vécu une rupture amoureuse, par exemple, puis que là, tu vois là, que ça surinvestit dans le sport, par exemple, ben juste valider, tu sais, hey, écoute, avec ce que tu as vécu, ça doit pas être facile. Comment tu vis ça? Je vois que tu t'entraînes super gros, c'est cool, mais pourquoi tu t'entraînes comme ça? As-tu un objectif? Fait que d'aller juste un peu voir que tu as remarqué qu'il y a eu un changement chez lui. Mais ça, c'est super important, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui peuvent naturellement hésiter à ouvrir cette conversation-là, puis il y a juste les avoir, creuser un peu là-dedans, juste de comment qu'on est en général. Là, tu sais. Puis je me demande pourquoi les gens ne devraient pas, justement, hésiter à rentrer là-dedans. De quoi ils ont peur? Qu'est-ce qui les retient? Bien, on est beaucoup, là, j'interprète, là, mais on est beaucoup dans une société très individualisée. Mhm. Fait que ça m'appartient pas. C'est ses affaires. Tu sais, on est beaucoup dans cette vision-là de Je veux pas déranger. je veux pas déranger, c'est pas de mes affaires, tu sais, je me mêle pas de la vie des autres. Fait que, tu sais, il y a comme ce côté-là de, je pense qu'on a appris comme ça aussi, peut-être un peu. Il y a l'autre côté, une crainte des fois de, avec le suicide, ben je vais pas lui donner l'idée. Oui, ça, c'est fascinant. Tu lui donneras pas l'idée. Tout le monde sait que ça existe. Là. Ça existe, puis c'est pas parce que tu vas lui poser la question que là, il va dire « Ah, ben, à bien y penser, ça serait une bonne idée. » tu sais. Fait que
c'est pas parce que tu y en parles que tu vas lui donner l'idée. Puis même chez les jeunes enfants, même chez les jeunes enfants, là, je te dis pas 3 ans, là, mais tu sais, je te disais, là, 10 à 14 ans, les visites aux urgences chez les jeunes filles pour des tentatives de suicide, ils ont triplé, tu sais, ils ont vraiment augmenté, là. Fait que ça veut dire qu'ils y pensent, là. Mais on peut comprendre l'hésitation pour des enfants. On dirait qu'on le sait pas quand... Oui, il faut juste adapter le langage. OK. Parce que ça se peut que le mot suicide, là, ils savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Mais est-ce que tu as déjà pensé à la mort? Est-ce que tu as déjà pensé à un moyen? Il y a un certain effet protecteur quand ils sont petits. Tu sais, je fais très attention quand je le dis, mais il y a comme un certain effet protecteur avec l'âge. Quand je suis petit, je suis peut-être moins capable de planifier un geste complexe qui va entraîner le décès. OK? Fait que c'est protecteur face au décès. Mais si je n'adresse pas la détresse, si je ne questionne pas les idées suicidaires quand ils sont jeunes, bien, ils vont vieillir puis ils vont peut-être être capables à ce moment-là de concevoir un plan suicidaire qui est un peu plus complexe. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter quand on voit chez les enfants des changements de comportement au niveau de l'absentéisme scolaire ou du présentéisme. Tu sais, il va être en classe puis la prof, elle va dire « Je comprends pas, là. » Tu sais, mais il est comme pas là. Ouais. Il est assis dans la classe parce que sa mère vient le porter ou l'autobus l'amène le matin, là, mais il n'est pas là, il n'y a pas de lien ou tout ça. Bien, tu sais, ça peut être des signes qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être pas suicidaire, mais ça vaut la peine d'aller valider qu'est-ce qui se passe avec ce jeune-là à ce moment-là. Puis il y a des trucs, des fois, avec les jeunes, je trouve, c'est que on a tendance à minimiser ce qu'ils vivent parce qu'on est passé par là, puis on s'en est sorti d'une certaine façon. Fait que, tu sais, des phrases de ces plus belles années de ta vie, puis ces choses-là, ça peut avoir des dommages, j'ai l'impression, plus qu'on pense, juste parce que c'est comme si on reniait ce qu'ils vivent. Bien, il faut faire attention. Remets-toi, là, moi, je me remets là, au secondaire, là, j'y retournerai pas. Là, non, parce moi que non plus. Là, ça a l'air facile de dire, je repense, puis je dis, c'était pas si pire, mais au jour le jour, là, il y a des moments, c'était souffrant là, d'être au secondaire. Puis le jeune, si tu leur dis, hey, c'est les plus belles années de ta vie, profite-en, puis tu n'as pas vu c'était quoi, là, toute la vie adulte avec les obligations. Si lui, là, il voit pas le bout, là, à 15 ans, puis tu lui dis, c'est les plus belles... Après, bien, gars, je dois m'arrêter ça tout de suite, là. Fait qu'il faut faire attention avec... Tu sais, pas regarder avec notre œil à nous d'adulte qui a vu des choses différentes. Eux autres, là, surtout à l'adolescence, c'est un moment où tu es centré sur ton nombril. C'est le propre de l'adolescence. Fait que c'est... Moi, ce qui m'arrive, c'est la pire affaire, puis c'est la seule affaire qui existe. Fait que ça, en plus, tu lui dis que c'est supposé d'être beau, alors que lui, il est tout mêlé dans sa tête. Faut faire attention. Puis comment on intervient, tu sais, si on... Pas vraiment là, des signes... comment qu'on rentre dans le sujet comme il faut, là? Bien, comme on a parlé un peu tantôt de prendre le temps. Ouais. OK? Peut-être pas, tu sais, à l'arrêt d'autobus ou, tu sais, fait que de prendre un moment avec la personne, de dire, tu sais, ça m'inquiète, de nommer ton inquiétude, ça m'inquiète. J'ai perçu tel changement chez toi. De partir de nous. De partir de nous, de qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce qui t'a inquiété, c'est quoi les changements que tu as perçus, puis de demander à la personne comment tu te sens. Puis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu sais, de ne pas y proposer des choses, attendre de voir qu'est-ce que je peux faire. Ça se peut que ça soit juste de l'écouter. Ça se peut que ça soit juste même d'être avec lui, assis avec lui, puis d'être là, présent. Si la personne arrive et qu'elle dit « ça va vraiment pas », ça arrive que je pense à mourir, des fois je pense que je serais mieux mort ou des choses comme ça, bien là, c'est de l'orienter vers les ressources. C'est pas... ça, parce qu'on... On n'a pas la science infuse, puis même moi, mettons, comme infirmière, qui a quand même un bagage comme infirmière, si c'était quelqu'un de ma famille, là, je ne serais pas apte parce que je vais être liée émotivement aussi avec cette personne-là. Fait que je ne serais peut-être pas assez objective pour utiliser mes outils que j'utilisais comme infirmière. Fait que ça va être d'aller vers les ressources. Puis il en existe de nombreuses ressources au Québec. Là. Il y a la ligne, un 866 appel. Il y a tous les centres de prévention du suicide aussi. Puis le site, moi, je vous encourage beaucoup, le site suicide.ca. Il y a un onglet pour « Je suis inquiet pour moi-même, j'ai des idées suicidaires, je veux de l'aide ». Mais si tu es un proche qui est inquiet pour quelqu'un, ils vont t'accompagner. Le site, tu sais, c'est sûr que c'est en ligne, mais tu peux même clavarder avec des gens, puis ils vont t'orienter sur quoi faire. Je pense que tu peux texter aussi, ça se peut. Maintenant, tu peux texter aussi. Fait qu'il y a beaucoup, parce que c'est ce qu'ils se sont rendus compte aussi avec la ligne téléphonique. Quand ils l'ont parti, on dit c'est le fun, ça, tout le monde peut avoir accès à un téléphone, même dans le temps, avec tes 25 sous, tu peux utiliser ton téléphone, tu peux avoir un téléphone quand il n'y avait pas.
Mais maintenant, là, quand t'es 10 dans un appartement là, où tu habites avec des colocs ou des choses comme ça se peut que ça ne te tente pas de parler puis que tout le monde entende. Fait que le clavardage, ça peut être intéressant aussi dans ces optiques-là. Ben, c'est peut-être générationnel aussi, là, mais j'ai l'impression que nous autres on n'appelle plus. On Non, ne veut c'est plus ça. appeler. Là. Genre, c'est une corvée. Ouais. S'il faut que je t'appelle, je vais le repousser. S'il faut que je te texte, c'est fait Ouais. dans les 30 prochaines secondes. Ouais. Là, t'sais. Donc, pour intervenir, c'est juste, dans le fond, de le mettre sur soi, de j'ai remarqué que, puis ça m'inquiète, Ouais. puis c'est de l'ouverture, de l'écoute, C'est ça. puis laisser la personne un peu l'idée sur ce qu'elle a besoin pour vraiment s'assurer de correspondre à ses besoins à elle, de pas essayer de donner des solutions. Non, parce que tes solutions, ça ne veut pas dire que ça va être les solutions qui C'est vont ça. marcher pour elle. Puis si tu te sens pas apte, parce que toi-même, actuellement, là, ça va so-so, là, puis tu n'es peut-être pas la meilleure personne aujourd'hui pour l'écouter, mais tu sens qu'il se passe quelque chose, va te chercher quelqu'un. On implique d'autres gens. Implique d'autres personnes, va chercher d'autres. Puis, tu sais, ça, il faut faire très attention aussi avec le suicide. Il ne faut pas que tu restes pris avec ce secret-là de quelqu'un. Tu sais, fait que la personne va dire, je vais t'en parler, mais parle-en pas à d'autres. Quand tu es trop inquiet, il n'y a pas de secret qui tient dans ce temps-là parce que tu tiens à la vie de l'autre. Fait que c'est vraiment de partager ça puis de ne pas avoir ça sur les épaules. Puis là, je dis partager ça, c'est pas d'en faire un statut Facebook. Non, là. exactement. Mais d'aller te chercher des gens parce que tu veux pas, toi non plus, porter ce poids-là puis cette responsabilité-là toute seule. Fait que si, à un moment donné, tu te sens pas à l'aise avec tout ce que la personne te rapporte, bien, dis-lui que, écoute, je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être pas la meilleure personne, mais viens, on va aller ensemble. Ouais. Puis on va aller voir Je te laisse quelqu'un. pas tout seul. Je te laisse pas tout seul, je suis Donc, là. tu demeures une ressource pour cette personne-là parce que tu l'accompagnes vers quelque chose de mieux. Là. Ouais. L'objectif étant vraiment ses besoins, C'est lui ça. ou elle. Puis c'est important parce que ce que tu as nommé par rapport aux ressources, la ligne téléphonique Ouais. et tout ça, on est habitué que ce soit pour si on est en détresse, mais Ouais. effectivement, les proches ou les gens qui s'inquiètent, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on a le réflexe d'aller voir. Fait que ça, parce que moi, je me dis, je veux pas déranger, il y a sûrement des gens qui vont appeler, qui eux sont en détresse, est-ce que je prends la place à... C'est tout ça là, qui m'inquiéterait. Oui, mais non, puis en tout cas, sur le site, c'est vraiment séparé. Si tu appelles la ligne, c'est sûr que tu vas appeler, mais il y en a des gens pour répondre. Là. OK, Tu sais, c'est ça. ça, tu tomberas jamais là, sur une ligne occupée, ou en tout cas, si ça arrive, ça doit être très, très rare. Là. Il y a beaucoup, puis cette ligne-là est partagée par les centres de prévention du suicide. Fait que C'est ça, c'est c'est une ligne, départagé. ben, c'est une ligne québécoise que quand tu appelles, ils vont essayer de te référer dans, tu sais, ils vont essayer que ton téléphone soit envoyé dans une ligne qui est de ton secteur un peu plus, mais comme par exemple, il me semble que de nuit, par exemple, c'est Suicide Action Montréal qui répond. OK. Ben, maintenant, c'est le Centre de prévention du suicide de Montréal OK. qui va répondre. OK. Mais c'est pas grave, eux autres, ils ont la liste des ressources partout au Québec, là. Mais il y a toujours quelqu'un qui va être là pour t'écouter si tu appelles cette ressource-là. Puis si tu es un proche qui est inquiet, ben, ça peut être très souffrant aussi pour le proche qui est inquiet. Puis il y a des gens qui ont des comportements suicidaires qui vont revenir aussi à répétition. Puis ça l'amène une crainte, un certain inconfort chez les proches. Fait qu'eux aussi ont Un sentiment besoin... d'impuissance Sentiment aussi. d'impuissance. Tu sais, je me mets juste dans la peau d'un parent, mettons que son... Tu sais, j'imagine mes deux adolescents, là, puis qu'à un moment donné, ils me disent tu te sens coupable, tu te remets en question et tout ça. Fait que toi aussi, tu as besoin d'avoir un espace puis un endroit, puis tu n'enlèveras pas de la place à quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être être mieux outillé pour aider la personne aussi. Fait que ça, cette ressource-là existe, soit par téléphone ou par le site Internet. Puis ils vont diriger dans des ressources qui sont plus locales. Oui, Donc, ça peut être encourageant de se dire, OK, ben pas loin de chez moi, il y a quelqu'un qui peut m'aider comme maintenant. plus de proximité maintenant. Oui, Fait qu'ils vont diriger vers ces ressources-là, C'est ça. puis tu vas pouvoir être pris en Ouais. charge. Ah. Puis, évidemment, on ne souhaite pas avoir besoin de ça, mais dans le cas des endeuillés, Ouais. dans le cas des gens qui, justement, ont essayé d'intervenir ou ont vécu le suicide d'un proche, c'est quoi les ressources disponibles pour ces gens-là? Parce que c'est aussi des gens qui souffrent Ouais. énormément. là. bien, souvent, puis dans ce que moi j'ai vu avec les familles que j'ai rencontrées, souvent au début, il y a un beau réseau autour d'eux. Dans les premiers jours, quand il y a un décès, il y a un soutien de l'environnement, un soutien social qui se fait. Mais dans la société qu'on est actuellement, tu sais, un deuil, 3 jours, tu retournes au travail, puis c'est fini. Puis là, c'est là que des fois, le besoin se fait sentir, puis le besoin qui perdure dans le temps. Fait qu'encore là, le site de suicide.ca, tu sais, j'ai l'air d'être vendu, mais c'est Oui, vraiment mais un très bon site. Suicide.ca, il y a un volet pour les endeuillés.
OK. avec des ressources, avec répondre à des questions, avec du clavardage. Fait que ça peut être très aidant aussi. Il y a dans les centres de prévention du suicide, il y a aussi du soutien pour les endeuillés. OK. Fait que, par exemple, je sais qu'au centre de prévention du suicide de Montréal, il y a des groupes pour endeuillés par suicide, pour avoir un espace. Fait qu'il y en a qui vont mieux fonctionner en un pour un. Ils n'ont pas le goût que tout le monde écoute ou que tout le monde sache qu'est-ce qu'ils vivent, mais il y en a certains de voir d'autres, puis de parler avec d'autres, de voir d'autres qui sont rendus peut-être plus loin dans leur processus, qui ont réussi à avancer ou à cheminer à travers ça. Des fois, ça va leur faire du bien. Il y a des groupes aussi qui se font à ce niveau-là. Fait que je te dirais que les principales ressources facilement accessibles, là, suicide.ca puis les centres de prévention du suicide, ça va être des bonnes places pour aller chercher de l'aide. Puis pour les proches, pour les proches des proches, pour comme l'entourage de ces proches-là, bien, c'est la même chose, c'est la présence, l'écoute. Est-ce qu'il y a un risque plus accru? Bien, il y a un risque plus accru, oui. Puis souvent, c'est que il y a comme un moment où ils sentent, puis c'est des gens qui deviennent comme un peu hyper sensibles à leur environnement et tout ça, puis à un moment donné, ils ont comme l'impression qu'ils dérangent. Ils ont comme l'impression que leurs propos sont trop souffrants, fait qu'ils n'en parleront plus. Pourquoi ils deviennent hypersensibles? C'est-tu parce qu'il y a une culpabilité de ne pas avoir remarqué peut-être quelque chose? Bien, je sais, tu sais, je dis hypersensible, je sais pas si c'est le bon terme, mais moi, dans les familles que j'ai rencontrées, souvent, ils venaient comme plus... c'est comme s'ils me décrivaient, là, c'est eux autres qui me décrivaient ça, comme s'il y a des antennes qui leur poussaient de... La vigilance? Bien, de sentir, tu sais, ils sont comme plus capables de sentir que, aujourd'hui, elle, là, je peux pas y parler. Okay. Ou, tu sais, le radar à bullshit, là, on dirait que c'est comme s'ils le sentent un peu plus. Fait qu'à un moment donné, ils vont arrêter d'en parler. Puis pourtant, ils ont besoin d'en parler. Ils ont besoin de maintenir vivant cette personne-là qui est décédée. Ils ont besoin de raconter, des fois, l'événement. C'est pas tant de leur poser des questions, raconte-moi comment ça s'est passé, mais plus de les laisser s'ils ont besoin d'en parler. Leur faire sentir qu'il y a l'espace. Qu'il y a de l'espace. Puis si toi, tu n'es plus capable là, de le vivre, parce que toi aussi, ça te bouleverse, ça te met à l'envers, bien, c'est d'accompagner la personne puis de l'orienter vers des ressources peut-être professionnelles qui vont pouvoir l'accompagner. Puis est-ce que ça existe, une culpabilité chez ces gens-là qui est probablement, évidemment, pas justifiée, mais est-ce que c'est un réflexe qu'on observe? Oui, bien... les j'aurais dû, puis les... Chez les endeuillés par suicide, les particularités qu'on va voir chez eux, c'est beaucoup justement de la culpabilité. Tu sais, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais dû faire telle chose. Fait que ça, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité. Puis le problème avec un deuil par suicide, c'est que ben, tu n'auras jamais de réponse. Parce que la personne est partie avec les réponses. Puis même si tu as une lettre d'adieu, il va rester des non-dits, il va rester des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. Fait qu'il y a beaucoup de culpabilité. Moi, dans les familles que j'ai rencontrées, je te dirais que quand il y avait un diagnostic de santé mentale chez la personne, moi, c'était des adolescents qui s'étaient suicidés, quand il y avait un diagnostic de santé mentale, c'est comme si la culpabilité était un peu moins présente, pas qu'elle était plus présente, un peu moins présente parce que c'est parce qu'il était malade. Okay? Fait que c'est pas juste moi, il était malade. Fait que je pouvais pas rien faire, tu sais, je pouvais aller chercher des ressources, mais je pouvais pas rien faire pour le fait qu'il était malade. Fait que ça, pour ces gens-là, ça les aidait. Beaucoup de colère aussi chez les endeuillés par suicide. La colère de, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as l'esprit comme ça avec tous ces problèmes-là toute seule? Colère aussi envers les professionnels qui n'ont pas su aider. Le système envers le système. Fait que moi, ça. Souvent, je dis aux infirmières qui vont des fois peut-être avoir à accueillir des endeuillés par suicide, t'es le symbole du système de santé. Ça se peut c'est pas toi, mais c'est le symbole que tu représentes. Parce que ça se peut qu'il y ait une attitude avec eux qui est un oui, peu moi, il y a une agressive. mère, là, elle me disait, moi, là, pendant 6 mois, j'ai cherché de l'aide pour ma fille. Elle s'est suicidée. Quand je suis arrivée à l'urgence, puis qu'ils m'ont dit, vous appellerez au CLSC, ils vont vous offrir des services. Elle dit, ça fait 6 mois que j'appelle le CLSC, puis j'ai pas d'aide pour ma fille. Tu penses-tu vraiment que je vais appeler pour moi? Fait qu'il peut y avoir beaucoup de colère aussi à ce niveau-là, un sentiment d'abandon. Puis là, vient avec ça toute la stigmatisation, la honte. Fait que tout ça va faire en sorte qu'il y a un deuil particulier à vivre pour les endeuillés par suicide. Mais tout ça, il existe des ressources qui peuvent aider à, appelons ça, défaire ça. Oui. Aider à processer tout ça. Et donc, il y a une voie
vers... Oui. on peut ressortir de tout ça. Oui, puis il faut pas attendre. Chacun va avoir son rythme, chacun va avoir sa façon. Il y en a qui, ça va être par la lecture, fait qu'ils vont aller chercher des livres. OK. Là, j'ai pas de titre en tête, le rapide. Il doit en exister sur mais il les... existe des livres qui vont parler de l'expérience, qui vont parler du deuil après un suicide. Fait qu'il y en a qui ont besoin comme d'intellectualiser un peu plus. Il y en a qui ont besoin d'en parler. Fait que là, il va exister des groupes de thérapie. Il va exister des professionnels qui ont cette expertise-là en deuil après suicide. Fait que dépendamment de c'est quoi ton besoin. Puis bien, si tu vois que ton conjoint ou puis chacun va avoir son rythme aussi. Fait que même dans des couples, quand il y a le suicide d'un enfant, le couple ne vit pas de la même façon. Fait que toi, tu as peut-être besoin d'intellectualiser beaucoup, puis l'autre va avoir besoin de le vivre de façon plus émotive. C'est d'être capable de se respecter là-dedans, puis de s'épauler à cette façon. Puis si tu sens que ben, l'autre va moins bien, ben n'hésite pas à aller chercher de l'aide puis à l'amener vers les ressources à ce moment-là. D'où l'importance d'avoir les ressources pour ne serait-ce qu'être conscient que tout ça peut se passer en parallèle pour... quand toi, tu vis ton truc, de pouvoir accompagner la personne qui vit son affaire différemment et d'être conscient qu'elle peut le vivre différemment de toi en même temps. Oui. Mon Dieu. Mais merci énormément. Je sais que ça va être utile à plein de gens. J'ai trouvé ça super intéressant. Merci du travail que tu fais aussi. Merci à toi. Fait qu'encore une fois, on encourage les gens... De ne pas attendre. De pas attendre. D'aller chercher les ressources avant, juste d'aller se familiariser puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. Comme ça, peu importe si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui va en avoir besoin, mais tu sais que ça existe. Merci beaucoup. Merci.